Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien au Bénin. Des progrès remarquables ont été enregistrés en matière d'accès à l'eau potable, mais des disparités s'observent encore en ce qui concerne le volet assainissement. Plus de la moitié de la population n'a pas accès aux services d'assainissement améliorés, alors qu'il existe un code de l'hygiène publique. Quel est l'état des lieux de ce sous-secteur dans notre pays? Où en sommes-nous quand on parle du code de l'hygiène publique? On en parle avec Madame Yadjide Adisodagbedo. Elle est ingénieure en eau et assainissement. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame la journaliste. Dites-nous, quand on parle d'hygiène et d'assainissement, qu'est-ce qu'on met dedans? D'abord, pour expliquer un peu l'hygiène, c'est toutes les pratiques liées au comportement de l'individu qui amènent à la propreté. Je peux donner juste un exemple. Quand on parle d'hygiène des mains, on voit tout de suite le lavage des mains, qui est une pratique qui permet de rendre les mains propres. Et quand on parle de l'assainissement, on voit beaucoup plus les ouvrages qui permettent de rendre propre notre environnement. Donc, c'est beaucoup plus les ouvrages. Et si je parle de l'assainissement de base, parce que nous sommes dans ce domaine, c'est beaucoup plus les ouvrages, les dispositifs adéquats pour éliminer les matières fécales. Okay. Alors, quel est l'état des lieux de l'hygiène et de l'assainissement au Bénin? Vous savez, Madame la journaliste, selon l'enquête démographique de santé du Bénin, la dernière enquête 2017-2018, nous avons encore 87% de la population du Bénin qui n'utilisent pas des ouvrages adéquats d'évacuation des excréta. Donc, quand je parle d'ouvrages adéquats, c'est des ouvrages non améliorés qui ne permettent pas de couper la chaîne de transmission orofécale. Nous avons ensuite 57% encore de la population qui continue de déféquer à l'air libre. Donc, vous voyez avec moi la défécation à l'air libre avec tout ce que ça entraîne comme conséquence, comme pollution aussi au niveau de la société et même au niveau de l'individu. Et effectivement, 12% seulement de la population, je dirais 12,8%, environ 13% de la population béninoise utilise des ouvrages améliorés. Donc, ouvrages améliorés qui permettent de couper la chaîne de transmission orofécale. Et nous avons des disparités en milieu urbain. Environ, dans ces 13%-là, c'est 22% de la population en milieu urbain qui utilise les ouvrages améliorés et en milieu rural, 6%. Donc, nous avons beaucoup à faire encore dans ce domaine. Et plus encore, je dirais, par rapport à l'utilisation des dispositifs de lavage des mains, c'est aussi environ 13% qui se lavent effectivement les mains à l'eau et au savon. C'est les résultats de l'enquête démographique et de santé. Je voudrais aussi aborder un volet qui entre aussi dans l'hygiène et l'assainissement. L'hygiène et l'assainissement. Le volet hygiène des menstrues. Il y a des études qui ont été faites, notamment l'étude de la Fondation Claudine Talon, qui révèle que 13% des filles manquent les écoles 3 à 4 jours par mois à cause de l'hygiène menstruelle. Et pourquoi? Dans plusieurs écoles, nous avons des dispositifs qui n'existent pas pour pouvoir garantir à la fille qu'elle pourra facilement se changer pendant qu'elle est en menstruée. Donc, elle préfère rester en classe, abandonner les classes au cours de cette période. Et 5% sont déscolarisés simplement parce que nous n'avons pas ces commodités qui existent dans les écoles pour pouvoir permettre à la fille de fréquenter les écoles pendant
leur période de menstrues. Vous venez d'avancer des statistiques qui n'encouragent pas du tout. Dites-nous déjà ce qui explique cet état de choses. Pourquoi cette disparité? Bon, selon moi, je dirais que quand on voit un peu dans le secteur, nous avons le secteur eau et assainissement. Les deux vont normalement de pair. De pair. Oui. Il y a une volonté très manifeste du gouvernement qui veut atteindre les ODD 6 et le gouvernement a fait des efforts avec beaucoup de financement dans le domaine de l'eau pour donner de l'eau à toute la population, même avant l'objectif des 2030 qui est pour les objectifs pour le développement durable. Et toute la population aura de l'eau, mais on se rend compte qu'au niveau de l'objectif ODD 6.2 qui a trait à l'hygiène et à l'assainissement pour tous, c'est un peu négligé. C'est un peu négligé. Donc, ça, on peut l'expliquer d'abord par cela. Et aussi, nous avons aussi les comportements de la communauté. Effectivement, si nous n'avons pas un cadre, je dirais, qui pourrait contraindre, par exemple, les gens à respecter les règles d'hygiène. Et j'abonde dans le sens de notre code qui existe. Nous avons effectivement un code, mais un code caduc qui existe, qui est en cours de révision. Mais qu'en est-il réellement de ce code? Quelles sont les dispositions qui sont prévues dans ce code qui est justement caduc? Vous savez, d'abord, je vais rappeler que le code portant hygiène publique régit l'hygiène publique au Bénin. Ce code permet de préserver et de faire la promotion de la santé. Il y a les dispositions liées à comment il faut entretenir les lieux publics. Quand je parle des lieux publics, nous avons les établissements scolaires, les établissements universitaires, les établissements sanitaires, les places publiques. Ça prend en compte aussi des habitations, des denrées alimentaires, des baignades, des piscines, même aussi des endroits, les centres de détention, les prisons. Nous avons aussi la lutte contre le bruit qui entre aussi dans ce code public et les installations industrielles, les installations commerciales. Donc, ce code parle de façon globale de l'hygiène autour de toutes ces installations qui existent. Mais le code prévoit également des sanctions, non, normalement? Oui, le code prévoit des sanctions, mais vous savez, le code date du 21 août 1987. Il y a très longtemps, hein, ça fait... Donc ça ne cadre pas avec nos réalités actuelles. Ça ne cadre plus avec nos réalités actuelles où il faut réellement travailler ou changer ces codes pénals, où il faut, si c'était en 1987, il faut payer 500 francs ou 1000 francs pour une amende. Vous êtes d'accord avec moi qu'en 2021, on ne peut plus utiliser ces montants-là. Les gens vont juste payer les 500 et 1000 francs et partir. Donc, il faut aussi contraindre la communauté. Et il y a eu des actions qui ont été faites il y a quelques mois où quand les gens urinent au bord des routes, on leur donne des amendes. Je pense que c'est des choses à encourager pour décourager effectivement la population qui fait de l'incivisme et qui ne respecte pas les règles. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est également une question d'éducation au niveau de la population? Parce que prenons par exemple ceux qui sont dans les villages lacustres. Ils sont habitués à faire leurs besoins en plein air. Donc même si vous leur mettez en place des infrastructures adaptées ou bien améliorées, est-ce qu'ils voudront changer ces habitudes-là aussi rapidement? Comme on le dit, chasser le naturel, il revient au galop. Le travail d'hygiène et d'assainissement, c'est un travail de très longue haleine. Et il faut être vraiment patient. Les gens ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Le port de casque, quand on nous avait apporté le port de casque, même jusqu'à présent, il y en a qui ne portent pas les casques. Mais quand il y a des répressions, les gens se disent, tout le monde, oui. Et on a remarqué que progressivement,
ça rentre dans les habitudes. Même si vous n'êtes pas content, progressivement, ça rentre dans les habitudes, ça vous protège et ça protège aussi la personne que vous avez remorquée et il y aura moins de casse. Donc, c'est ce travail de longue haleine aussi qui se fait dans le domaine de l'hygiène de l'assainissement. On ne peut pas changer du jour au lendemain, ça c'est sûr. Donc, il faut apporter la sensibilisation, mais ensuite, je pense qu'il faut passer aussi à l'action en réprimant. En réprimant. Vous avez dit tout à l'heure que le Code de l'hygiène publique date de 1987. Quelles sont réellement les insuffisances de ce code? En termes d'insuffisance, dans un premier temps, vous savez qu'en 1987, il n'y avait pas eu la décentralisation qui est venue après dans les années 2000 et qui donne des prérogatives aux communes dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène de l'assainissement. Donc, ça, c'est une première insuffisance. Il faut revoir ce code dans ce sens en arrimant les dispositions par rapport aux lois de la décentralisation. Nous avons aussi ce code qui parle aussi des règles de l'hygiène de l'eau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des réformes dans le domaine de l'eau, Oui. et beaucoup de réformes. Et il faut aussi revoir ce code pour pouvoir prendre en compte les dispositions de ces réformes pour avoir un cadre juridique et réglementaire qui cadre avec ces réformes. Il y a aussi, en termes d'insuffisance, la police sanitaire. La police sanitaire, ce corps qui permet de réprimer, de sensibiliser d'abord, sensibiliser et réprimer. Donc, il y a des insuffisances qui se retrouvent au niveau de la police sanitaire qui ont été vraiment revues dans la nouvelle proposition de loi. Nous avons également la gestion de l'hygiène menstruelle qui est une insuffisance parce que c'est avec les objectifs du développement durable que nous parlons de la gestion de l'hygiène menstruelle. Pourquoi? Avec l'ODD 6.2 qui apporte l'accès universel aux ouvrages adéquats d'hygiène et d'assainissement, avec une attention particulière, c'est ça qui est le plus important, une attention particulière aux femmes, aux filles et aux personnes vulnérables. Donc la communauté internationale a retenu travailler sur l'hygiène menstruelle des filles dans les écoles et des femmes aussi, des filles écoles et en communauté pour atteindre l'ODD 6.2. Donc ceci n'existait pas dans le code de l'hygiène, voilà. Donc, il va falloir réviser et remettre ça au niveau de la présente loi. Donc, voilà de façon globale. Il y a d'autres dispositions qui se sont ajoutées, mais j'ai parlé réellement des plus importantes en termes d'insuffisance. Et donc, pour corriger tout ça, il y a déjà une proposition de loi qui a été introduite à l'Assemblée afin d'améliorer. Donc, cette fois-ci, on ne parlera plus de code, mais d'une loi prochainement, si jamais c'est voté. Quelles sont les innovations? Et vous savez, vous l'avez dit, c'est une proposition de loi que nous avons actuellement. Et c'est le réseau béninois des parlementaires pour l'eau et l'assainissement, le réseau qui a porté cette loi. Et nous profitons de votre antenne pour remercier tous les membres et le président de ce réseau pour ce travail qu'ils sont en train de faire parce que le travail est toujours en cours. Donc, en termes d'innovation, je partirai un peu des insuffisances. J'ai parlé de la loi de la décentralisation qui est venue et après l'ancien code. Donc, le code a revu le rôle des collectivités locales pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle, les prérogatives que leur donne les lois sur la décentralisation. En termes d'innovation aussi, par rapport aux lieux publics, les établissements scolaires, préscolaires et universitaires, la nouvelle loi impose
avant d'installer tout établissement public, il faut nécessairement avoir une source d'approvisionnement en eau potable et des ouvrages adéquats d'évacuation des sanitaires, des excréta. Et ça parle aussi de l'inspection sanitaire qu'il faut avoir au niveau de ces écoles, au niveau de tout lieu public. Et c'est pareil aussi pour les centres de santé. En ce qui concerne les lieux de détention, les prisons, ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'il faut vivre dans un environnement pollué. Donc cette loi, cette nouvelle proposition de loi vient mettre l'accent sur les normes et les règles d'hygiène qu'il faut dans ces lieux carcérales. Nous avons aussi les règles sur l'eau et les règles d'hygiène sur l'eau. J'ai parlé tantôt des réformes qui existent dans le sous-secteur de l'eau. Donc, il faut mettre en place ce cadre réglementaire juridique qui est vraiment conforme avec les réformes dans le sous-secteur de l'eau. La gestion des cadavres aussi, c'est très important parce que vous savez, dans le milieu rural, il y a des morgues traditionnelles qui existent. Cette loi met en place comment il faut installer les conditions à remplir avant d'installer une morgue à la maison ou bien... Avant d'installer une morgue, les règles d'hygiène et jusqu'à l'enterrement aussi. Dans les cimetières, comment ça doit se faire? Il y a cette loi qui prend en compte cet aspect. J'ai parlé aussi tantôt de la police sanitaire. Et ça met en œuvre les principes, les obligations, les droits, comment il faut l'accès à ce corps et aussi les sanctions, les modalités de cessation de fonction. Et l'innovation suivante, ça, c'est la gestion de l'hygiène menstruelle. Qui me tient vraiment à cœur. Oui, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment un élément très important. Nous sommes des femmes, même dans les services publics, même en tant que femmes, parfois, il y a des dispositions qui n'existent pas toujours, qui n'offrent pas de confort à la femme pour être vraiment en confiance. Épanouie pendant cette période. Même les personnes âgées, nous avons ce problème. Et la dernière innovation, c'est les dispositions pénales. On en a parlé et ça permet comment dire, d'ajuster, je dirais, les conditions par rapport aux infractions. Et il y a l'inflation aussi dans le pays. Donc, il faut réellement tenir compte de cela pour les amendes à donner à la communauté. Et rien n'est prévu pour les places publiques, nos marchés. Vous allez au marché aujourd'hui, vous avez envie de vous mettre à l'aise. Parfois, il n'y a pas moyen. Les places publiques, n'en parlons même pas. Oui, j'ai parlé des règles qu'il faut respecter au niveau des places publiques. Quand on parle des établissements publics de façon générale, les bâtiments publics, les bâtiments administratifs, les gares, tout est dedans. Tout est dedans. Donc, dans un marché, nécessairement, il faut avoir des ouvrages d'évacuation des excréta et aussi des sources d'eau potable. Et je pense que ça se fait avec les nouveaux marchés qu'on voit en construction. C'est pris en compte. Mais c'est l'argent pour y accéder qu'il faut revoir. Tout à fait. Voilà. Moi, je ne parlerai quelqu'un va payer 50 000 juste pour uriner. Tout le monde n'est pas en mesure de débourser 50 francs aujourd'hui pour dire « je veux uriner ». Bon, c'est relatif. Donc, il faut qu'on revoie tout ça. Mais précisons déjà que c'est toujours une proposition de loi. C'est toujours une proposition de loi, mais la gestion au niveau des lieux publics par rapport à ces ouvrages. Il faut aussi permettre l'entretien de ces ouvrages. C'est beaucoup de gens qui viennent visiter ces ouvrages. Donc, la gestion dépend aussi des recettes. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il faut avoir aussi des montants abordables pour la communauté. Ça, il n'y a rien à faire. Et pour des questions aussi importantes, pourquoi la proposition de loi tarde à être votée selon vous? Par rapport à ce que vous venez de dire, je dirais qu'il y a eu quand même des avancées.
Je ne l'ai pas dit, et cette proposition de loi est déposée depuis 2013, il y a longtemps. Bientôt 10 ans. Oui, bientôt 10 ans. La loi portant gestion de l'eau a été déjà votée depuis des années. Et vous savez, moi je dirais l'assainissement, l'hygiène et l'assainissement a toujours été le parent pauvre. Et il y a le portage de cette loi qui a vraiment eu, qui a été le problème, je dirais, mais avec le réseau et la société civile, le réseau béninois des parlementaires pour l'eau potable et l'assainissement, qui vraiment a fait un travail formidable en portant cette loi. Ils l'ont inscrit dans leur plan de travail et effectivement, ils ont travaillé pour faire pousser l'étude de cette loi. Et pour les dernières nouvelles, il fallait aussi avoir des retours des ministères, des explications, parce que la loi est en étude. Il faut avoir des explications de tous les ministères concernés. Et cette étape est passée déjà. Et nous avons eu, la société civile a eu l'information qu'il n'y a plus de problème par rapport à la poursuite du vote de cette loi. Donc on peut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et nous croisons les doigts, ça va se passer. On a vraiment de l'espoir. À la prochaine session parlementaire, cette loi sera encore sur la table et nous croisons les doigts. Ça va se faire. Nous suivons et on a vraiment espoir qu'on aura notre code, notre loi sur l'hygiène en public qui sera vraiment votée. Et quels sont alors les enjeux et les défis de l'hygiène et de l'assainissement? En termes d'enjeux, de défis, je dirais, si je dois hiérarchiser un peu, il faudrait vraiment une grande priorisation de l'hygiène et de l'assainissement comme l'eau, comme ça se passe du côté de l'eau potable. Et si nous avons vraiment un intérêt pour... Je parle de l'hygiène et de l'assainissement de base. Parce que quand on parle de l'assainissement de façon globale, les gens voient beaucoup plus... la gestion des ordures. La gestion des ordures, voilà. La gestion de l'eau pluviale. Mais ici, c'est beaucoup plus ce qui a trait au comportement de l'individu. Dans la société. Dans la société, il faudrait vraiment qu'il y ait cette priorisation. Et ensuite, viendra le financement. Le financement viendra, qui est aussi un défi, parce que le secteur souffre vraiment de financement. Depuis la fin de l'année 2020, il y a eu des programmes liés à l'hygiène et à l'assainissement qui sont venus à terme. Et cette année, nous avons le programme de l'ambassade des Pays-Bas aussi qui vient à terme. Donc, pratiquement, les plus grands projets sont venus à terme. Donc, il y a un problème de financement aussi du sous-secteur qui est là, qui est un grand défi. Et ensuite, un autre défi aussi, c'est de voir comment passer à l'échelle pour la montée de l'échelle de l'assainissement pour atteindre un Bénin qui met fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030. Et pour finir, dites-nous rapidement l'avantage d'une loi pour le Bénin. Vous savez, l'avantage, nous avons plusieurs avantages. Nous sommes en temps de pandémie de Covid actuellement et l'une des barrières pour riposter contre la pandémie, c'est le lavage des mains à l'eau au savon. C'est des dispositifs qui existaient depuis 1987 et l'ancien code avait déjà parlé du lavage des mains. Si nous avons cette loi qui est votée avec la police sanitaire, elle sera beaucoup plus forte, légitime sur le terrain, peut travailler parce qu'actuellement, on ne les voit plus sur le terrain, mais avec cette loi, ça va leur donner beaucoup plus de force pour pouvoir agir et nous pouvons quand même, cette police sanitaire pourra nous aider, pourra aider le pays quand même à lutter contre cette pandémie. Donc,
Ensuite, en termes d'avantages, la responsabilisation des communes. Les communes ils doivent s'occuper de l'hygiène et de l'assainissement. Donc, les dispositions qui existent dans ces lois vont beaucoup plus responsabiliser les communes pour pouvoir jouer pleinement leur rôle. Oui. Nous avons aussi le repositionnement du Bénin dans la sous-région. En termes de priorisation de l'hygiène, de l'assainissement, ça pourra aussi permettre de capter d'autres financements parce que ça se passe ailleurs. Ça va nous permettre de capter des financements. Et aussi, un avantage très important aussi, c'est la réduction des maladies liées à l'insalubrité. Si les règles d'hygiène sont respectées, nous allons réduire les maladies et tout ce que la communauté investit dans la maladie, dans les centres de santé, ils pourront utiliser pour faire d'autres activités. Merci beaucoup à vous, Madame Yadide Adisoda Agbedo. Je rappelle que vous êtes ingénieure en eau et assainissement. Merci à vous pour toutes ces explications. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.